Bienvenue sur Savoir en éveil, le podcast qui explore les multiples facettes de l'éducation sous la houlette de votre serviteur, Maître Guillaume. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes, des conseils éducatifs précieux et des réflexions inspirantes sur l'art d'enseigner et d'élever. Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième émission de Savoir en éveil. Aujourd'hui, on va parler du sommeil, vous l'avez vu dans le titre. Alors comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube ou à laisser 5 étoiles sur Spotify, à partager cet épisode s'il vous a plu. Donc on va parler du sommeil, notamment du sommeil chez l'enfant. On va voir en quoi le sommeil est important pour la réussite de vos enfants, la réussite à l'école, leur bon développement, leur bien-être en général. Ça va se faire en 4 rubriques. On va faire dans la rubrique numéro 1 un petit point général sur le sommeil, sur les cycles du sommeil. Dans la rubrique numéro 2, on va parler de l'importance du sommeil et de ses bienfaits. Dans la rubrique numéro 3, on va voir comment faire pour bien dormir. Quel est l'environnement que je dois créer pour bien dormir. Dans la rubrique numéro 4, je vais vous présenter une séquence d'apprentissage que j'ai mise en place avec mes élèves et que je vais vous proposer d'adapter pour la maison. Eh bien c'est parti, on commence avec la rubrique numéro 1. Rubrique numéro 1, les cycles du sommeil. Alors, si vous êtes déjà au courant de tous les cycles du sommeil, qu'est-ce qu'un cycle du sommeil? N'hésitez pas à passer directement à la rubrique numéro 2. Et pour les autres qui ont besoin d'un petit rappel, comme j'en ai eu besoin avant de faire cet épisode, eh bien c'est parti. Juste avant de commencer, quelques chiffres rapides. Entre 3 et 5 ans, un enfant a besoin de dormir 12 heures par nuit. Entre 5 et 6 ans, il a besoin de dormir 11 heures par nuit. Et entre 7 et 12 ans, il a besoin de dormir 10 à 11 heures par nuit. Allez, ben maintenant on attaque directement avec les cycles du sommeil. Donc un cycle, c'est entre 1h30 et 2 heures de sommeil. Ça veut dire qu'on a plusieurs cycles de sommeil par nuit, vu qu'on dort entre 7 et 8 heures pour un adulte. Et c'est toujours les mêmes phases. La première phase, c'est l'endormissement. Donc l'endormissement, on peut passer assez vite dessus. On connaît tous les signaux de la fatigue, la température qui baisse, les yeux qui piquent, on n'arrête pas de bâiller. Les enfants, ils peuvent en plus de ça être super excités, surexcités, c'est qu'ils sont fatigués. Donc après l'endormissement, il y a une deuxième phase de sommeil, c'est le sommeil lent très léger. Là, c'est un état qui est assez proche de l'endormissement. On est somnolent, on a l'impression qu'on est encore conscient, mais on est déjà en train de dormir. La phase suivante, c'est le sommeil lent léger. Là, vraiment, on est en train de dormir. On est en train de dormir, mais d'un sommeil léger. C'est-à-dire que le moindre bruit fort, le moindre bruit anormal ou inconnu va nous réveiller. On l'a tous vécu, plus ou moins. Lorsqu'on est en train de dormir, qu'on se dit qu'on est bien, le voisin commence à mettre de la musique, ou il y a des pneus qui crissent dans la rue. Ensuite, le sommeil lent profond. Ça, c'est le sommeil clairement qu'on a tous envie d'avoir de la meilleure qualité possible. C'est le sommeil réparateur, notre corps est complètement endormi, ça y est, et il va pouvoir se reposer et tous les effets bénéfiques du sommeil vont se passer à ce moment-là. Donc le cerveau, lui, il est quasiment KO, il filtre la plupart des informations, le bruit, tous les odeurs, n'importe quoi, il s'en fout. Clairement, il est en train de se reposer, il s'en fout. Après cette phase de sommeil profond, de sommeil lent profond, on a le sommeil paradoxal. Celui-là, c'est clairement le plus connu. C'est le sommeil du rêve, c'est le sommeil dont on se rappelle. Et cette phase, contrairement à ce que l'on peut penser, elle dure assez peu de temps. Sur 2 heures de sommeil, ça va durer entre 10 et 20 minutes. Donc les rêves qui nous paraissent durer des heures, en fait, c'est 10 ou 20 minutes de rêve. Par cycle, ça veut dire que dans la nuit, on rêve plusieurs fois. Si on cumule les durées, on est sur quelques heures voire 1 heure, 2 heures de rêve peut-être. Et à la fin de ce sommeil paradoxal, il y a une courte phase de réveil, même si la plupart du temps on ne s'en souvient pas. Phase de réveil dans laquelle le cerveau va faire un scan complet du corps et de l'environnement pour voir si tout va bien. Et si tout va bien, il va pouvoir rattaquer un nouveau cycle de sommeil. Si tout va mal, par exemple, si on a besoin d'aller aux toilettes, on se lève, on va aux toilettes et on se réfondre sur le lit pour dormir. Alors, avant de passer à la rubrique suivante, il faut quand même préciser une chose. Les premiers cycles de sommeil sont les plus importants de la nuit. Les cycles de sommeil qui ont lieu entre le début de la nuit, entre le début du premier endormissement et
2 voire 3 heures du matin sont les plus réparateurs. C'est là où le sommeil lent profond est le plus long et de meilleure qualité. Et bien maintenant qu'on a vu tous les cycles de sommeil, on va pouvoir passer à la rubrique numéro 2. Rubrique numéro 2, quels sont les bienfaits du sommeil sur notre organisme? Alors là, je vais essayer de vous résumer en quelques mots un élément important du sommeil, un élément qui joue un rôle clé dans notre sommeil, c'est notre horloge circadienne. Alors l'horloge circadienne, pour faire simple, c'est un processus interne qui donne le tempo aux fonctions de notre organisme. En fait, c'est notre horloge interne. Elle est responsable de notre production de mélatonine, donc la mélatonine qui participe à notre endormissement. Et cette horloge interne, cette horloge circadienne est très sensible au jour et à la nuit. Ça veut dire que la lumière du jour qui est perçue est directement transmise à notre cerveau, à cette horloge circadienne, qui va se dire, bon ben là c'est bon, on est en plein jour, pas besoin de sécréter de mélatonine, pas besoin de produire de mélatonine, parce qu'on n'a pas besoin de dormir. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si le soir on s'expose à de la lumière, eh bien, on ne va pas sécréter de mélatonine. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le noir toute la nuit, il ne faut pas être dans le noir dès que le soleil se couche. Par contre, ça veut dire que le cerveau et l'horloge circadienne sont sensibles à la lumière qu'on reçoit. Et notamment, sont sensibles à la lumière bleue. Alors, la lumière bleue, on en a tous entendu parler. Ce qu'il faut savoir sur la lumière bleue, c'est qu'elle est produite naturellement par le soleil. Vous savez, le soleil, on va des ultraviolets aux infrarouges, et notre œil est sensible notamment à cette lumière bleue. La même lumière bleue qui est produite par nos écrans. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut couper les écrans le soir avant de dormir. Et en fait, il faut les couper tout simplement parce que la lumière bleue qui est projetée par les écrans va aussi être interprétée par notre horloge circadienne, notre horloge interne, comme de la lumière du jour. Donc il fait jour, donc je n'ai pas besoin de sécréter de mélatonine pour dormir. L'endormissement va être beaucoup plus compliqué. Il y a même une étude qui est sortie qui montre que chez les enfants et les adolescents, lorsqu'on coupe les écrans le soir, on leur interdit les écrans le soir, ils font des nuits plus longues de 1 heure à 1 heure et demie. Ce qui est énorme. 1 heure ou 1 heure et demie de plus juste parce que j'ai éteint mon écran, donc mon cerveau comprend qu'il est temps de dormir, donc il va sécréter de la mélatonine pour m'aider à m'endormir. Alors maintenant que ça c'est dit, on peut voir les effets du sommeil sur l'organisme et sur le cerveau. Pendant très longtemps, on a cru que le seul intérêt du sommeil, c'était de recharger les batteries qu'on avait épuisées pendant la journée. Alors oui, mais en fait, non, pas vraiment. Ça a ce rôle quand même. Mais il y a plein d'autres rôles. Et pour parler de ces rôles, il va falloir parler chez l'enfant de l'hormone de croissance. Donc le sommeil joue un rôle primordial pour la croissance, et c'est pendant le sommeil lent profond de l'enfant qu'est sécrétée l'hormone de croissance. Il s'agit d'une substance chimique fabriquée par le cerveau et qui est essentielle justement pour la croissance. Elle est plutôt bien nommée du coup. C'est pour cette raison que chez les enfants, en pleine croissance, le sommeil lent profond est beaucoup plus important que chez l'adulte. Chez l'adulte, il est très important, mais chez l'enfant, il est beaucoup plus important et plus long. L'hormone de croissance, elle est aussi essentielle pour la réparation des tissus et des cellules usées. C'est pendant le sommeil que les petits bobos vont cicatriser, que les cellules vont se régénérer et que le corps va se soigner tout simplement. Enfin, souvent on le dit aux enfants en fait. Tu verras, on va voir demain si ça ira mieux. On se fait un petit bobo, demain tu auras moins mal. Et c'est vrai, le corps, grâce à grâce aux hormones de croissance qu'il sécrète pendant la nuit, se répare tout seul. Et ça, enfin rien que ça, alors j'allais dire c'est fou, on a évolué comme ça, c'est pas la question. Mais ça montre l'importance du sommeil. C'est pas juste on dort parce qu'il faut dormir pour se reposer, pour être en forme demain. Non, il y a 1 milliard de choses qui se passent dans notre corps. Alors en dehors de l'hormone de croissance, le sommeil, c'est un régulateur de l'appétit. Donc pour la faire courte, pendant le sommeil, il y a la gréline et la leptine qui sont fabriquées. La gréline, elle va stimuler l'appétit et la leptine, elle va être responsable du sentiment de satiété. Et le manque de sommeil, typiquement, il va entraîner une surproduction de la gréline, donc le stimulateur d'appétit, et une sous-production de la leptine qui nous amène le sentiment de satiété, la sensation de satiété.
Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus faim, qu'on va se jeter sur la bouffe grasse, sur la bouffe sucrée, sur la bouffe salée. Donc on va prendre du poids. Un meilleur sommeil régule la production de leptine et de ghrelin, donc équilibre les sensations liées à l'appétit. Et ça, je me répète peut-être beaucoup, mais je trouve ça incroyable. Ça, c'est juste en dormant. C'est juste en dormant. C'est ouf. Et enfin, le sommeil booste aussi le système immunitaire. Alors, une fois qu'on a parlé des effets physiques, on voit déjà qu'il y a des effets pour les apprentissages, parce que si le corps est en meilleure forme, si on a le contrôle de notre sensation de faim, si on a une croissance normale, on va être peut-être beaucoup plus disposé pour les apprentissages, mais le sommeil joue un rôle particulier pour les apprentissages. Le sommeil favorise les fonctions intellectuelles comme la mémoire, l'attention et la concentration. Typiquement, il y a une étude qui a été réalisée par la NASA sur l'effet de la sieste sur les performances des pilotes, leurs performances attentionnelles. Et cette étude montre qu'une sieste de 26 minutes, je crois, augmente de plus de 30%, 36% leur performance. Donc en faisant une sieste de 26 minutes, à un instant T, les pilotes vont augmenter leur performance attentionnelle d'un tiers, ce qui est énorme. Et à l'inverse, l'absence de sommeil, le manque de sommeil provoque des troubles de l'attention, des troubles hyperactifs, des comportements compulsifs, des difficultés de contrôle des émotions, c'est un carnage. Le manque de sommeil sur les gosses, c'est un carnage. Et en fait, on voit que tout est lié. Là, j'ouvre une parenthèse. Si on coupe les écrans, naturellement, on va avoir la mélatonine qui va être sécrétée, donc un meilleur sommeil, donc une meilleure régulation de la leptine et de la ghrelin, donc une meilleure concentration, donc un cerveau plus apte à travailler. Tout est lié et c'est incroyable. C'est vraiment, j'en parlais dans les autres épisodes, une question d'hygiène de vie. On revient un peu sur les apprentissages. On apprend quand on est réveillé, ça on est d'accord, mais quand on dort, le cerveau travaille. Le cerveau travaille, même s'il est éteint, il filtre toutes les informations de l'extérieur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il est quand même en train de bosser pour nous. Il va trier, il va consolider les informations apprises, les stocker durablement, évincer toutes les informations qui ne sont pas pertinentes. Le sommeil va aussi restructurer les souvenirs, les intégrer à d'autres connaissances et va réagencer tout ça. Le sommeil paradoxal, là-dessus, joue un rôle sur la structure du cerveau, la structure des comportements à venir de l'enfant. Donc le sommeil, c'est vraiment capital. Je me répète beaucoup, encore une fois, mais je pense que c'est un point suffisamment important pour marteler. Alors, je l'ai un peu dit à l'instant, mais le manque de sommeil, quand ça devient chronique, ça peut même mener à des dépressions chez certaines personnes, ou l'état hyperactif dont on a déjà parlé. Donc, si on résume les effets, il y a beaucoup d'effets sur le corps en termes de croissance, en termes de réparation du corps, ou en termes de gestion de l'appétit. Il y a des effets sur le cerveau, car ça va lui permettre de structurer les connaissances, de faire des liens entre les connaissances, de les stocker dans la mémoire à long terme, et de virer toutes les informations inutiles. Donc maintenant que l'on sait tout ça, on va pouvoir passer à la rubrique 3. Rubrique numéro 3, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter pour bien dormir. Il y a certaines choses que l'on a vues dans la rubrique précédente, et la première chose à éviter, c'est les écrans avant d'aller au lit. Donc maintenant, vous le savez, la mélatonine est bloquée par la lumière bleue. Si on s'expose à de la lumière bleue le soir avant d'aller dormir, on ne va pas sécréter de mélatonine, on va avoir du mal, on va galérer pour s'endormir. Ensuite, il y a le sport. Et alors là, le sport, deux choses. Première chose, le sport, c'est excellent pour le sommeil. Ça va nous permettre d'avoir un sommeil beaucoup plus profond, donc beaucoup plus réparateur. Mais il ne faut pas faire du sport trop tard. Pourquoi ? Parce que dans la phase d'endormissement, comme on l'a dit dans la première rubrique, la température du corps va baisser et les autres signes de l'endormissement vont apparaître. Sauf que le sport, on s'active, on réchauffe notre organisme, on accélère le cœur, la température du corps va remonter. C'est-à-dire qu'on relance la machine, on la booste à nouveau, on l'excite, et il va falloir attendre 2 heures pour retrouver cet état normal après une séance de sport. Donc si on fait une séance de sport à 20 heures, qu'elle termine à 21 heures, on va dire une séance de sport normale d'1 heure à peu près,
eh bien, de 21h à 23h, mon organisme va se réguler, ma température, mon rythme cardiaque vont retourner à la normale, et je vais devoir attendre 2 heures avant de me coucher. Donc quand je suis un adulte, si je me couche à 23h et que je me lève à 7h du matin, ça va. Mais si je suis un enfant, que je me couche à 23h et que je me lève à 7h, ça me fait 8 heures de sommeil. Alors que, en fonction de mon âge, je dois dormir minimum, grand minimum, 10 heures. Donc il y a un déficit de 2 heures de sommeil. Faire du sport, mais pas trop tard dans la journée. Ensuite, alors là, c'est aussi le b.a.-ba, dormir dans une chambre propre, rangée, dans un lit dans lequel il est agréable de dormir, c'est-à-dire il n'y a pas de miettes, il n'y a pas de drap sale, ça sent bon, on est là pour se relaxer avant de s'endormir. Et dans une chambre sans bruit et dans l'obscurité. Alors je sais que la veilleuse peut être un sujet chez certains enfants, mais petit à petit, rendre la lumière de cette veilleuse de plus en plus faible, de plus en plus discrète, pour arriver à une obscurité totale en fin de compte. Car on se rappelle, dans la phase du sommeil lent très léger, la moindre stimulation visuelle ou auditive va nous réveiller. Donc ça va casser le rythme du sommeil, il va falloir retrouver la phase d'endormissement et toutes les phases du cycle. Évidemment, mais ça c'est aussi du bon sens, le soir on évite l'excitation, les jeux qui excitent, les films, les musiques qui nous énervent. Il va plutôt falloir se tourner vers des activités calmes, typiquement, et j'en reviens à mon premier épisode, la lecture. Lire avec son enfant le soir, c'est quelque chose de calme, même si l'histoire est passionnante. Soit le cerveau, quand on écoute l'histoire, est un peu plus passif, et on va fermer les yeux, on va s'imaginer l'histoire, donc on va sombrer dans la phase d'endormissement, et dans toutes les autres phases du cycle du sommeil. Soit en lisant, mais ça va être pareil, à force de fatiguer nos yeux à lire, on va avoir les yeux qui piquent de plus en plus, et on va finir par s'endormir. Donc, la lecture, c'est un bon palliatif aux écrans. Encore une fois, je me répète dans tous mes épisodes, mais la base de la pédagogie, c'est la répétition et la régularité. Alors ça, c'est un point important. Avoir pour les enfants les mêmes horaires de réveil et de coucher. Parce que l'horloge circadienne se règle, se cale sur un rythme, et si ce rythme est respecté, tous les jours, vers 20h, vers 19h30, 20h après le repas, bam, la mélatonine commence à être produite, l'endormissement commence. Alors que si un jour je mange à 19h, l'autre jour je mange à 20h, en fait, le cerveau va être perturbé et ne va pas savoir quand sécréter cette mélatonine pour l'endormissement. Et pour les grasses matinées, alors ça c'est un point que j'ai découvert pour ce podcast, si on rallonge de 2 heures la durée de sommeil le matin, en fait ça peut décaler le rythme des enfants, le rythme de sommeil des enfants. Donc si par exemple le week-end, l'enfant se lève à 10h alors qu'il se lève à 7h du matin en semaine, il va avoir beaucoup plus de mal à s'endormir le soir. Et typiquement, si le dimanche je me lève à... En fait, ça décale tout. Si le dimanche je me lève à 11h, je vais peut-être m'endormir à 22h. Si je me lève à 7h le lendemain matin, ça me fait seulement 9 heures de sommeil au lieu de mes 10-11 heures de sommeil dont j'ai besoin quand je suis enfant. Voire 12 heures si je suis entre 3 et 5 ans. Donc, voilà les quelques habitudes que l'on peut prendre. Et encore une fois, je le redis, c'est une histoire d'hygiène de vie. C'est peut-être compliqué à mettre en place dans certaines familles, en fonction de votre situation personnelle et familiale. Ça, je l'entends tout à fait. Il n'empêche que la régularité, l'absence d'écran et une chambre calme et sombre sont les éléments essentiels pour bien dormir. Ceci étant, on va pouvoir passer à la rubrique numéro 4. Rubrique numéro 4, éduquer votre enfant au sommeil. Alors, la séquence dont je vais vous parler, c'est une séquence que j'ai mise en place dans ma classe, alors l'année dernière, parce que cette année, je fais des remplacements assez courts, donc j'ai pas le temps de la mettre en place. C'est un des regrets que j'ai cette année par rapport à mon année professionnelle, à mon année scolaire. Mais cette séquence, avant de vous l'expliquer, je vais vous dire quelques mots dessus. Elle a été créée par des universitaires et par des enseignants pour apprendre aux enfants comment fonctionne le sommeil, quels sont les rythmes de sommeil, quelles sont les bonnes habitudes à mettre en place. Donc en gros, ce dont je viens de vous parler. Mais c'est fait de manière très ludique. Il y a une bande dessinée. Dans cette bande dessinée, on suit Mémé ton pige. C'est une tortue, une vieille tortue qui apprend à son petit-fils, comment on fait pour dormir, pourquoi c'est important, etc., etc. Et cette BD est super bien faite. Honnêtement, pour des enfants, cette BD est très ludique.
Il y a des activités pour vérifier sa compréhension. On a un journal des rêves qui est disponible, un journal de l'endormissement qui est disponible, un journal du sommeil, pardon, qui est disponible. C'est trop bien. Et je vous conseille vraiment, je vais vous expliquer tout à l'heure on se procure cette bande dessinée. Tout est gratuit, mais cette BD est incroyablement bien faite. C'est à faire en classe, à faire en famille. On peut le refaire plusieurs fois pour se rappeler, pour bien que ça soit ancré dans la mémoire de vos enfants, même aussi dans la vôtre, hein. Très clairement, en étant adulte, en lisant cette BD, on apprend aussi des choses. En tout cas, ça a été mon cas. Donc il y a cette bande dessinée, il y a aussi une série de petites vidéos qui reprennent peu ou prou ce qu'il y a dans la bande dessinée. Alors, c'est très très bien. Moi, je trouve que c'est plutôt un complément au travail de lecture et de compréhension que propose la bande dessinée. Mais si vous n'avez pas d'imprimante à la maison ni au travail, pourquoi pas faire ça uniquement. Même si je trouve que c'est un peu plus léger que, que ce que propose la bande dessinée. Mais c'est toujours mieux que rien de regarder les vidéos et d'en discuter avec vos enfants. Et ensuite, il y a de la documentation pour les adultes avec un petit document PDF d'une vingtaine de pages qui reprend tout du début à la fin. Qu'est-ce que le sommeil chez les animaux, d'où ça vient, quelles sont les durées de sommeil pour les animaux, il y a des différences entre les carnivores et les herbivores. Les carnivores dorment plus parce qu'ils ont moins de prédateurs que les herbivores. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ça peut être aussi... En fait, la lecture de cette documentation peut permettre d'enrichir la conversation avec votre enfant. Et même vous, pour votre culture personnelle, c'est toujours une très bonne chose. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est une séquence qui est au début destinée aux enseignants, donc qui se fait sur 9 séances. Chaque séance fait entre une demi-heure et 45 minutes. Clairement, ne le faites pas comme ça. Ne le faites pas comme ça. Il y a des chapitres dans la bande dessinée. Les vidéos sont bien séparées les unes des autres. Vous passez 10-15 minutes chaque soir sur un chapitre. Vous reprenez quelques chapitres, vous avancez, vous reculez, comme vous voulez. Mais il faut que ça soit un moment de plaisir avec votre enfant. Ça peut pas être quelque chose de très scolaire, 45 minutes de travail à la maison en plus du travail fourni à l'école. Non. Ça, si la maîtresse ou le maître le fait à l'école, tant mieux. Vous pouvez le refaire à la maison avec votre enfant. En plus, il sera super content de vous apprendre des choses, tout ce qu'il a appris à l'école. Donc là, c'est vraiment banger. Mais 15 minutes et prenez du plaisir avec votre enfant à faire cette activité. Dans d'autres émissions, je vous parlerai notamment de devoirs que vous pourrez faire où là, il faudra peut-être être plus concentré de manière un peu plus scolaire avec votre enfant. Mais là, clairement, sur le sommeil, sur l'hygiène de vie, c'est quelque chose que vous allez faire en famille, que vous allez faire dans la joie et la bonne humeur, j'allais dire, mais c'est quand même un peu l'idée. Une chose que je dis toujours dans mes podcasts, montrez l'exemple. Montrez à votre enfant que le soir, vous allez essayer de réduire les écrans, comme je vous le disais dans le premier et dans le deuxième épisode. En fait, on parle que des écrans dans ce podcast. On va pas parler que de ça, mais c'est quand même un sujet important qui est la clé de beaucoup de choses. Donc, montrez l'exemple. Votre enfant vous mime. Votre enfant a une référence, c'est le ou les parents qui vivent avec lui. Donc, montrez que le soir, vous allez préférer lire un peu plutôt que de passer toute la journée, toute la soirée devant la télé, devant la Play ou devant la Xbox. Mais montrez que vous faites ce que vous dites. Et votre enfant va suivre. Il va se dire, bah non, mais en fait, à la maison, on joue pas. Moi, j'ai pas trop envie de jouer, quoi. À l'adolescence, c'est un peu plus compliqué, on est bien d'accord. Mais quand on est enfant, on est une éponge et on s'inspire beaucoup de nos modèles et de nos référents, notamment les parents. Alors, cette séquence, comment on fait pour la voir? On va sur le site memetonpige.fr. Je vous rappelle que c'est le nom du personnage, de la petite tortue. Je vous mets le lien en description. Il y a un onglet téléchargement, donc on clique dessus. Et alors là, il va y avoir un formulaire qui va apparaître. Donc vous renseignez nom, prénom. Vous pouvez renseigner la profession. Mais à l'origine, c'est destiné au personnel soignant et aux enseignants. J'ai fait le test pour ce podcast, justement, pour cette émission. Et je me suis rendu compte que si on marquait parents dans profession, mais en fait, on peut le télécharger très bien. Donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. En plus, certains vous diront que parents, c'est le plus beau métier du monde. Donc vous aurez 3 onglets pour télécharger. Moi, je vous conseille de télécharger tous les documents possibles. Vous regardez, vous faites le tri. Mais vraiment, je vous conseille de télécharger cette séquence. J'ai aucun lien avec eux. Je les ai découverts par une conférence
une conférence sur YouTube du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui parlait justement du sommeil et de l'importance du sommeil dans l'éducation. Et il y a eu la présentation de cette séquence qui est gratuite, qui ne fait pas trop de partenariat, enfin qui ne fait aucun partenariat d'ailleurs. Ils sont là, ils font la promotion dans les écoles. Mais c'est vraiment une pépite que je vous conseille. Et avec ça, si vous appliquez ce qui est dit dans cette séquence, ce que je vous ai dit dans cette émission, clairement, les performances de vos enfants vont certainement s'améliorer. Alors, il y a plein d'autres choses qui rentrent dans la performance scolaire, ça on est tous d'accord. Mais déjà, si votre enfant est plus reposé, s'il est plus concentré, si son cerveau travaille mieux quand il dort, s'il stocke mieux les informations, qu'il les hiérarchise, qu'il fait des liens entre les informations, mais forcément, il va y avoir une évolution, il va y avoir du progrès. Donc, regardez cette séquence, téléchargez-la, faites-la avec votre enfant, 10 minutes, 15 minutes par soir, et vous allez voir des progrès. En fait, c'est aussi simple que ça. Sans rire, c'est aussi simple que ça. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce 3e épisode du podcast Savoir en éveil. Alors n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur le sommeil, sur les écrans, sur la lecture, sur d'autres sujets dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. N'oubliez pas de mettre encore une fois 5 étoiles à ce podcast s'il vous a plu, à laisser un pouce bleu sous la vidéo si vous êtes sur YouTube, partagez, likez, commentez, et moi je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit dimanche prochain pour un nouvel épisode.